Jean-Marie Matagne, président des citoyens pour le désarmement nucléaire, ACN, membre du Conseil mondial de l'édition 2000, qui est un réseau international visant l'élimination complète des armes nucléaires. Et c'est notamment cet objectif qui motive ma candidature à la présidence de la République, pas pour devenir président, mais pour introduire la question dans le débat politique national. Je suis né à Paris en mai 1944, donc sous occupation allemande, dans une famille modeste, et même très modeste du côté de mon père, on peut dire pauvre, et une famille marquée par les deux guerres mondiales, puisque mon grand-père maternel était à Verdun, dans les tranchées, et qu'il a été blessé, il a perdu un œil dans ce conflit. Et mon père, lui aussi, s'est retrouvé sous les obus allemands au front au moment de l'offensive de juin 40. Il a eu d'ailleurs un comportement qui lui a valu par la suite la Croix de guerre avec citation. Ma famille était catholique, plus ou moins pratiquante, mais j'ai reçu une formation chrétienne. J'ai été à l'école laïque, publique, en primaire, une bonne partie du secondaire aussi. Simplement ma terminale, je l'ai faite dans un établissement catholique et mon professeur de philo était quelqu'un d'assez original. C'était un curé, mais un curé de gauche, donc qui nous a initiés notamment à Marx et Freud, qui m'a inoculé la passion de la philo, et qui aussi m'a initié à la justice sociale et aussi au sentiment d'injustice qui a nourri la fin de la guerre d'Algérie, avec notamment le massacre des Algériens le 17 octobre 61, et puis aussi Sharon. Donc ça a été une initiation politique intéressante qui a marqué une partie de ma vie par la suite. Voilà. J'ai poursuivi des études parallèles de philosophie et de psychologie, et j'ai obtenu donc les maîtrises de philo et de psycho, ce qui m'a été bien utile pour mon premier poste où j'étais nommé après l'agrégation de philo en 69. C'était un poste en école normale, et donc j'y enseignais la psychopédagogie pendant une dizaine d'années, et j'en étais très heureux. Et également, j'ai enseigné pendant un an le français langue étrangère à l'université de Bakou du temps de Brejnev. Ensuite, j'ai enseigné la philo en lycée général et technologique à La Rochelle. Et j'ai également été à l'origine de la création du lycée expérimental polyvalent et maritime en Oléron, le LEPMO, actuellement CEPMO, qui a été créé en 1982 à la rentrée, en même temps que 3 autres lycées expérimentaux du temps d'Alain Savary. Donc j'ai passé le reste de ma carrière à enseigner la philosophie, en inventant également des méthodes intéressantes, en faisant notamment le lien avec le théâtre. Pendant toute ma carrière de prof, j'ai eu des engagements syndicaux et professionnels, pédagogiques, etc., assez importants. En 1985, Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique, et ça m'a beaucoup intéressé. Je suivais près ce qui se passait, et en janvier 1986, il a lancé le mot d'ordre « Plus aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000 ». Ça m'a beaucoup surpris, et je me suis demandé s'il était sincère ou si c'était de la propagande. Je suis arrivé très vite à la conclusion que oui, il voulait vraiment l'élimination de toutes les armes nucléaires, et du coup, il fallait savoir pourquoi. Ce qui fait que j'ai changé complètement mon sujet de thèse de doctorat de philosophie, et que je lui ai donné comme nouveau sujet le pouvoir et la puissance, enquête sur l'idéologie et la pratique des rapports de puissance. Le deuxième volume de cette thèse, que j'ai soutenue en 1991, 5 ans plus tard, portait sur la stratégie de dissuasion et ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Et j'étais arrivé à la conclusion que la seule façon d'éviter la catastrophe au niveau mondial, c'était d'éliminer toutes les armes nucléaires sans exception.
C'est donc ce que j'ai essayé de défendre, d'une part dans cette thèse, puis à partir de 1996, à travers l'association que des amis et moi avons créée, l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Et depuis ce temps-là, ACDN et moi-même n'avons cessé d'agir pour essayer de convaincre les gens, les peuples, notre peuple en tout cas, qu'il était absolument indispensable d'éliminer toutes ces armes. Donc on a rejoint le mouvement international pour l'abolition des armes nucléaires. On a fait de nombreuses choses en ce sens. On a organisé déjà les premières journées du désarmement nucléaire en 2001 à Saintes avec d'autres associations. Puis en 2004, 2006, 2008, les rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique. En 2011, nous avons organisé avec 5 autres associations les États généraux pour un monde vivable, qui ont abouti à l'élaboration d'une charte en 103 articles, charte pour un monde vivable, qui représente en fait une convention citoyenne avant l'heure. Cette charte a été réélaborée ensuite en 2019 par un groupe de gilets jaunes saintais dont je faisais partie, et est devenue la charte pour une France et un monde humain, humain au pluriel. Il y a 2 dangers majeurs actuellement qui menacent la planète, le réchauffement climatique et les armes nucléaires, et l'un et l'autre se renforcent, de telle sorte que d'après les savants atomistes, on en serait à 100 secondes de l'apocalypse, de la catastrophe généralisée. D'abord, il faut dire que je ne suis pas un candidat tout à fait comme les autres. Je ne représente pas un parti, je n'ai pas un parti derrière moi. Je suis simplement soutenu et présenté en quelque sorte par une association, selon la loi de 1901, donc une ONG. Et donc on n'est pas forcément tenu d'avoir un programme complet pour gérer la France. Notre association a un objectif principal. Je le défends bien entendu, mais plus largement dans la mesure où je suis candidat dans une élection présidentielle, je souhaite tenir compte de l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser à la France, à la nation. Voilà. Donc, pour commencer, je dirais que je vise, et nous visons essentiellement 3 objectifs qu'on peut dire vitaux. D'abord, on souhaite qu'une négociation soit ouverte conformément à l'article 6 du traité de non-prolifération, qu'une négociation soit ouverte pour éliminer l'ensemble des armes nucléaires entre les États qui en possèdent, également aussi avec les autres États qui pourraient s'en procurer, et avec l'ensemble des États qui pourraient risquer d'en être victimes. Donc, avec différents niveaux de négociation, il faut absolument que la France prenne l'initiative, puisque les autres ne le font pas, prenne l'initiative de convoquer une conférence de négociation pour aboutir à un traité international, négocié, contrôlé, soumis au contrôle permanent et effectif de l'ensemble de la communauté internationale, mais aussi au contrôle mutuel des parties, donc entre les États nucléaires d'abord, ensuite avec les autres États, de façon à sécuriser le monde. Ensuite, un deuxième objectif pour pacifier le monde, c'est de restreindre et de limiter de plus en plus, et à la limite d'arrêter toutes les ventes d'armes dans le monde. Il faut savoir quand même que l'an dernier, enfin en 2020 exactement, les quelques États, les quelques dizaines d'États qui se procurent énormément d'armes nucléaires, et qui éventuellement sont en guerre ou qui s'y préparent, ont dépensé 2000 milliards de dollars dans la chose militaire. Par contre, à la COP26, les États n'ont pas été capables de s'entendre pour collecter 100 milliards de dollars par an
pour venir en aide aux pays pauvres qui subissent déjà les effets du réchauffement climatique. Donc 100 milliards qu'on ne trouve pas d'un côté et 2000 milliards qu'on trouve de l'autre pour massacrer, pour préparer des massacres, etc. Il y a quelque chose qui cloche là, il me semble. Donc il faut faire un choix. On arrive à un moment où il faut absolument faire un choix. Donc le troisième objectif prioritaire pour le prochain quinquennat, ça devrait être de lutter vraiment pour le climat, contre le réchauffement climatique, contre ses effets catastrophiques, mais bien entendu sans prolonger le nucléaire civil pour résoudre ce problème du climat. Le nucléaire représente actuellement à peine 2% de la consommation énergétique finale dans le monde. 17% il est vrai en France, mais la France est un cas tout à fait anormal, tout à fait délirant. Donc ça va être difficile d'en sortir, c'est vrai, mais c'est indispensable. Donc pas de solution par le nucléaire pour le climat. Par contre, d'énormes et d'immenses dangers, aussi bien quotidiens par les effluents radioactifs qu'en risque en cas d'accident, comme à Tchernobyl, comme à Fukushima, et aussi avec les déchets qui s'accumulent et que personne ne parvient à résoudre actuellement, et qui vont être un héritage infernal pour nos descendants. Donc ces trois objectifs, se débarrasser du nucléaire militaire, se débarrasser du nucléaire civil, lutter contre les ventes d'armes et le nucléaire et les armes conventionnelles et les guerres, ces trois objectifs-là vont dans le même sens que la lutte, quatrième objectif si vous voulez, contre le réchauffement climatique. De toute façon, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on ne peut pas s'entendre au niveau mondial entre États dont les intérêts sont parfois divergents si on ne se serre pas les coudes et si on ne consacre pas le maximum de nos moyens, de nos ressources financières, humaines, matérielles, physiques, énergétiques, etc., l'essentiel de nos ressources à éviter le risque climatique. Donc les deux font la paire, je dirais, l'abandon du nucléaire civil et militaire et la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc tout ça ce sont des objectifs prioritaires, mais je précise tout de suite que l'objectif de ma candidature n'est pas de remplacer un Jupiter par un autre Jupiter. Il faut cesser cette dictature masquée qui se prétend être une démocratie, et il faut restituer le droit de décider aux citoyens. Donc il y a également un objectif fondamental, mais j'en parlerai peut-être dans une troisième vidéo pour le quinquennat qui vient, c'est de modifier les institutions pour les rendre beaucoup plus démocratiques qu'elles ne le sont actuellement. Et puis, dernier point dans ce programme, c'est que l'action des citoyens pour le désarmement nucléaire a toujours eu une vision globale des choses. C'est-à-dire que pour nous, cet objectif-là est central dans la mesure où il détermine une bonne partie des autres. Et il se trouve que nous avons organisé avec 5 autres associations ou organisations en octobre 2011 à Saintes des états généraux pour un monde vivable qui ont élaboré en 3 jours et demi à 150 participants plus 150 autres personnes qui ont fréquenté les 3 jours. Nous avons élaboré une charte pour un monde vivable qui abordait pratiquement tous les sujets majeurs, tous les sujets d'importance à l'époque, et même d'une certaine manière des sujets qui par la suite se sont révélés majeurs alors qu'ils ne le semblaient pas à l'époque. Donc
cette charte pour un monde vivable qui comprenait 103 articles, abordait à peu près tous les sujets, et en 2019, un groupe de gilets jaunes synthais, dont je faisais également partie, a retravaillé dessus, a perfectionné, si on veut, enfin compléter et actualiser cette charte. On est passé donc à 123 articles qui abordent l'ensemble des sujets et qui constituent pratiquement un programme de gouvernement, en tout cas une vision d'ensemble des exigences qu'il s'agit de satisfaire par un gouvernement dévoué au bien public et à l'intérêt général. Et donc je vais juste après, si vous voulez, passer en revue très rapidement le contenu de cette charte que vous pourrez trouver sur le site d'ACDN, www.acdn.net, ou sur mon site de campagne, très rapidement. Voilà, pour voir combien les propositions que nous faisons sont cohérentes avec une vision conviviale de la vie sociale en France et en Europe et dans le monde. D'abord, il y a une certitude, c'est qu'il faut réformer beaucoup les institutions, parce qu'on n'est plus dans une véritable démocratie. C'est pas possible de rester dans ce système aberrant. Et des réformes importantes. Mais la question ne se pose pas exactement forcément sous la forme d'une nouvelle constitution et du passage de la 5e à la 6e République. Il faut voir s'il est nécessaire de refonder une république ou s'il est possible d'amener des réformes majeures qui changent la façon dont la République fonctionnera, peu importe son numéro. Déjà, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que le vote blanc doit être officialisé et reconnu, c'est-à-dire pris en compte dans le calcul des quotas, le calcul des élections valides. Parce que si, quelque part, si à un moment ou à un autre, on a un nombre très important de votes blancs, ça veut dire que les gens ne sont pas satisfaits par la proposition électorale qui leur est faite. Donc à ce moment-là, éventuellement, on doit annuler le vote et le recommencer, un peu comme dans une assemblée générale d'association, on a un quota qui n'est pas respecté. À ce moment-là, on fait une deuxième assemblée générale. Donc voilà, premier point. Deuxième point, il nous semble capital d'accorder un rôle bien plus important au référendum. Il faut que le référendum soit d'usage banalisé, un peu comme les votations suisses. Nous, ACDN, l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, revendique depuis son origine, il y a 25 ans, le recours au référendum sur cette question cruciale pour nous, et pas seulement pour nous, du désarmement nucléaire. Donc on est absolument favorable au référendum. Et d'ailleurs, nous sommes la première et l'unique organisation à avoir tenté d'utiliser la voie référendaire du référendum d'initiative partagée, ou DITEL. Le RIP, en réalité, qui est un référendum d'initiative parlementaire, mais qui peut l'être aussi à l'initiative d'associations, puisque nous-mêmes avons fait cette proposition à des députés en 2016, et que donc une première fois, la voie du RIP a été tentée par nous, par la douzaine de députés de différents partis qui ont pris en charge cette proposition. Et en 2017, en avril, au moment où
les élections législatives et présidentielles ont eu lieu, on avait recueilli 126 signatures de parlementaires pour cette proposition de loi référendaire, et il en aurait fallu 185. Et puis ensuite, il y avait encore d'autres étapes à conduire, à passer, mais on avait presque franchi aux 2/3 la première étape. Malheureusement, c'était extrêmement difficile d'obtenir ces 20% de signatures de parlementaires, c'est-à-dire de députés et de sénateurs, qui sont 925, il en fallait 185. Donc on a remis le couvert après 2017 en proposant à nouveau une proposition de loi référendaire qui là a beaucoup moins obtenu de signatures, puisque au total on a obtenu 52 signatures de députés et de sénateurs, essentiellement à cause de la majorité macronienne qui ne formait qu'un seul bloc. Il y a bien eu peut-être 2 ou 3 LAREM qui ont voté, qui ont signé cette proposition de loi, mais ça n'a pas suffi. Donc il reste une solution, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Bon, il se trouve que la charte pour une France et un monde humain, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, prévoyait le RIC. Donc en 2011 déjà, on réclamait le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors à quelles conditions ? Il faut évidemment que ce soit simplement des signatures de citoyens, c'est-à-dire peut-être une pétition. Ça peut se faire de manière électronique. Alors à quel niveau chiffré le niveau minimum de signature, ça devrait être débattu. Il faut que ça soit à un niveau raisonnable, et ça dépend nécessairement du niveau auquel se situe le référendum en question, puisque normalement il devrait intervenir à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'à la nation, en passant par le département, par les régions, éventuellement en fonction du sujet, du problème qui est soulevé, de la question qui est posée. Et donc naturellement il faut avoir un certain pourcentage de citoyens qui soutiennent cette initiative. On ne peut pas multiplier indéfiniment toutes les initiatives. Même en Suisse, il y a un minimum, un quota, mais qui est assez facilement atteignable. Donc sur tous les sujets doivent pouvoir faire l'objet d'un référendum. À une seule condition limitative près, c'est que la question doit être conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas revenir sur un droit fondamental humain dans une question référendaire. Ce qui, soit dit en passant, devrait rassurer les gens qui s'inquiètent en disant « mais on va peut-être revenir à la peine de mort, etc. » Non, le droit à la vie est affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la santé aussi, le droit à l'éducation, le droit à l'égalité, etc. Bref, pratiquement tous les droits sont prévus par cette Déclaration universelle, et donc ça doit être notre référence limitative. Sinon, tout doit pouvoir faire l'objet d'un référendum. Ensuite, il faut que l'information des citoyens électeurs soit éclairée. D'ailleurs, les électeurs ou les citoyens consultés peuvent aussi être des habitants qui ne sont pas forcément de nationalité française et qui n'ont pas la carte électorale. Ça dépend, encore une fois, du niveau et de l'objet du référendum. Reste la question du Parlement. Il faudrait que la nature parlementaire de la société, de la démocratie française, soit considérablement améliorée.
Ça implique de ne pas supprimer des emplois de parlementaires, de conserver le nombre de parlementaires existants, parce que moins ils seront nombreux, plus ils auront de travail et de difficultés à représenter les électeurs, à les consulter, etc. Et un parlementaire consciencieux ne vole pas son indemnité. Croyez-moi, il a un travail considérable. Simplement, il faudrait qu'ils soient plus à l'écoute, tous, qu'ils soient beaucoup plus à l'écoute de leurs mandants, que par exemple, peut-être à mi-mandat, leur mandat puisse être remis en cause, si on constate notamment qu'ils ne font pas le travail, qu'ils ne sont bien trop rarement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, etc. Ils devront être davantage contrôlés. Nous avons l'expérience de ce gouffre qui sépare les parlementaires actuels de leurs mandants, puisque nous avons fait faire un sondage par l'IFOP sur la question référendaire qu'on voulait voir soulevée. 85% des Français, d'après ce sondage de l'IFOP datant de mai 2018, répondraient oui à la question référendaire que nous souhaitions voir posée, alors qu'en réalité, seulement 5,6% de parlementaires ont signé la proposition de loi. Vous voyez, à peine plus de 5% du Parlement correspondant à l'avis de 85% de Français. Il y a un gouffre énorme, un défaut de représentativité actuelle entre le Parlement et les Français. Et ça explique en partie aussi, bien sûr, le désenchantement, le désintérêt des Français pour les élections. Ils ne se sentent pas représentés actuellement. Il faut changer absolument ça. Peut-être qu'il faut introduire effectivement une dose de proportionnel, une dose, pas non plus quelque chose qui rendrait la France ingouvernable, mais il faut que chaque tendance, chaque conviction, chaque courant d'opinion qui représente, je sais pas, mettons un minimum de 1% par exemple de citoyens, puisse avoir au moins un représentant à l'Assemblée ou au Sénat. Un élément également très important dans les institutions, ce sera le rôle de la presse, le rôle des médias, qui sont de plus en plus, on en a le sentiment, à la botte des financiers, à la botte des propriétaires. Et c'est vrai aussi actuellement, on le voit, y compris dans les perspectives concernant l'édition. On a bien vu, par exemple, par rapport au pass vaccinal, le matraquage étonnant, à peine compréhensible du choix du gouvernement et des informations totalement biaisées en ce qui concerne les effets notamment des vaccins anti-Covid. Je tiens à dire cela, à finir là-dessus peut-être, parce que je me sens personnellement un sous-homme, un sous-citoyen, parce que j'ai refusé, en connaissance de cause, de me faire vacciner. Donc je soutiens totalement les gens qui s'insurgent contre ce comportement du pouvoir. Voilà. Mais je ne suis pas du tout contre la vaccination, en général. Dans ce cas précis, oui. Voilà, donc il y aura bien d'autres choses à dire, mais tout a une fin. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur le site d'ACDN, www.acdn.net, ou sur mon site de campagne qui s'intitule tousalélysée.net. Voilà, vous comprenez pourquoi, je pense. Et puis vous pouvez bien entendu remplir un bulletin de soutien, ou même, si vous en avez la possibilité, m'envoyer votre parrainage, de façon à montrer que tous les Français, ou même que les Français en général, ne sont ni veulent ni vaut. J'allais oublier de vous dire que le 24 avril prochain, j'aurai 77 ans.
c'est-à-dire l'âge de Joe Biden quand il a été élu président des États-Unis. Vous voyez, tout n'est pas perdu.